De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Elono, écrivain, Gaston Maungu, écrivain conférencier, de notre éditorialiste Gracia Rukindikiza. Tout de suite, le grand angle. Un sommet extraordinaire de l'Union africaine se tient depuis ce samedi à Kigali, au Rwanda. Les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'UA se réunissent pour la signature historique le 21 mars, dernier jour du sommet, de l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Écoutez Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La mise en place de la zone de libre-échange se traduira par la création d'un marché de plus d'1,2 milliard de personnes, avec un produit brut combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. Elle induira un accroissement du commerce intra-africain de 52% à l'horizon 2022. Nos exportations industrielles et agricoles augmenteront de façon significative. Les potentialités dont notre continent est riche pourront enfin profiter à nos populations qui attendent désespérément que leur quotidien s'améliore de façon tangible et substantielle. Ce sont là autant de dividendes attendus de l'étape cruciale que devrait nous faire franchir le sommet extraordinaire de Kigali. Une décision, une seule, va soulager nos peuples et conforter certainement nos amis. Signer massivement, ratifier d'urgence et mettre scrupuleusement en application l'accord sur la zone de libre-échange. Nous devons déclarer devant nos peuples et à la face du monde entier le départ définitif du train à grande vitesse de la zone africaine continentale de libre-échange. Gaston Maungu parle d'un accord historique. Est-ce que la mise en place de cette zone de libre-échange va, d'après vous, avoir les conséquences, va marquer un tournant vraiment dans l'économie africaine? En tout cas, il nous faudra voir ce qui va se passer. Sinon que quand on échafaude des théories politiques et économiques de ce genre, sans avoir consulté les sociétés civiles, les populations, les leaders d'opinion, c'est comme le mirage de l'indépendance. Eh bien, c'était une bonne indépendance, on la voulait, mais au fond, elle était biaisée. Là encore, on nous fait le même schéma. On nous présente ce que pour nous tous, nous trouvons vraiment très bon parce qu'on a l'idée de comment ça se passe en Amérique latine, en Europe et un peu partout sur la Terre. C'est déjà un bon pas, mais comment on va appliquer tout cela? Comment voulez-vous que ces choses-là soient véritablement solides si les populations elles-mêmes ne sont pas concernées? On présente un schéma, le toit, et puis la population c'est en bas. Donc nous voulons bien que ça marche. Franchement, nous aurons voulu que ça marche et nous verrons comment est-ce que nous allons en finir. Ce sont des choses, pour ma part, que j'ai beaucoup débattues dans des ouvrages comme « Comment vaincre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains », le tome 1 et le tome 2. Et donc ces propositions, elles sont bonnes. Mais elles ont déjà été étudiées d'une manière efficace à tel point que si les populations ne sont pas concernées et mises véritablement en évidence, ça nous produira des châteaux de cartes. Et là, pour l'instant, vous estimez que les populations ne sont pas concernées? Non, 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 les populations n'ont pas été concernées, le monsieur vient de nous le dire. Ils vont présenter après ce qu'ils ont pensé tout en haut à la population. Et qu'est-ce que dira la population? Amen. La population ne pourra qu'accepter. Mais au fond, il faut d'abord débattre toutes ces propositions-là comme ça se fait ailleurs. Et donc le système dictatorial qui continue toujours de dominer, de tout échafauder dans les châteaux présidentiels sans mettre la population en exergue, mettre les leaders d'opinion, la société civile, mais non, les partis politiques de l'opposition qui ne sont pas d'accord là-dessus, c'est ça qui va faire que c'est de non, de jure, et ça ne sera pas de facto. Gracia, vous émettez aussi des réserves sur cet accord? Non, pas du tout. Je n'ai pas de réserve pour cet accord pour moi. Disons, c'est une décision qui, déjà, s'était appliquée dans des zones. Il y a l'East Africa Community en Afrique de l'Est, il y a la libre circulation des biens, il y a une zone de libre-échange, il y a d'autres zones, il y a SADC, en fait, il suffit de remettre ensemble toutes les zones régionales, tout ce qui est déjà mis en place. C'est une bonne chose parce qu'en fait, on se rend compte qu'en Afrique, on est en Afrique de l'Est, on produit
les haricots, on produit le maïs, mais en Afrique de l'Ouest, on va les acheter ailleurs, en dehors de l'Afrique. On produit des vêtements dans tel pays, mais on va acheter des vêtements en Europe. Donc, il s'agit de mettre en place, disons, ceux qui produisent et ceux qui consomment, ceux qui ont la matière première et ceux qui en ont besoin. Et en même temps, il faut améliorer les voies de communication. Mais juste le bémol que je mettrais, c'est que je pense qu'il y a des réserves du Nigeria, même si on ne l'a pas dit, qui risquent de poser des problèmes, comme c'est le géant de l'Afrique. Et en même temps, il y a toujours des pays qui sont égoïstes et qui peuvent se dire « je suis dans une bonne position, je ne veux pas partager les produits ». Alors oui, justement, Raphaël Elono, le Nigeria, vous l'avez bien dit, Gratien, a annoncé qu'il suspendait sa participation à cet accord de libre-échange continental en attendant de nouvelles informations concernant le dit accord. Est-ce que c'est un coup dur porté à cet accord d'après vous? Est-ce qu'on peut faire cette zone de libre-échange sans un poids lourd comme le Nigeria? Il faudrait absolument que le Nigeria fasse partie de ce train-là. Si le Nigeria se retire, ça reflète exactement notre côté un peu égoïste en Afrique, parce qu'on dit souvent, on parle de la solidarité africaine, mais cette solidarité-là, elle ne réside le plus souvent que dans la théorie. Parce qu'en pratique, quand le frère a beaucoup à côté, le plus souvent il se renferme sur lui-même et il essaie de manger tout seul. Donc, il faudrait absolument que le Nigeria s'implique et que tout le monde mette la main à la pâte. Et je rejoins Gratien lorsqu'il parle du développement des infrastructures, des moyens de communication pour que tous ces produits-là puissent circuler. Mais le problème en Afrique, c'est quoi? C'est que ceux même qui édictent ces règles-là, ils sont les premiers. Parce qu'eux, ils ont leurs intérêts, qui viendront nous prendre du poulet congelé ici, alors qu'il y a des éleveurs de poulets dans nos villages qui ne veulent qu'écouler ces poulets-là. Et ils vont venir prendre des poulets congelés, des porcs congelés, qu'ils vont mettre parce que les dividendes vont dans leur poche. Et, il faudrait qu'ils arrêtent ce genre de double jeu. Parce que le problème en Afrique, c'est que c'est un continent très riche. C'est un continent très beau. Nous pouvons même être les leaders du monde. Nous pouvons être les leaders du monde. Toutes ces solutions-là, ça fait depuis des années. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais personne ne voulait rien faire, personne ne veut rien faire, parce que chacun ne regarde que ses propres intérêts. Ses propres intérêts. Et là, donc, il faudrait qu'ils arrêtent. Je vais un peu sauter du coq à l'âne. Ouais. C'est le même comportement. Vous avez suivi le remaniement ministériel qu'il y a eu au Cameroun. Il y a un certain secrétaire général à la gendarmerie qui a été chassé du gouvernement. Et il se trouve qu'il est ici en train de se faire soigner et maintenant il demande l'asile politique. Vous voyez à quel jeu on joue. Quand on est au pouvoir, on ne fait rien pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Mais soit même quand on est malade, on va se soigner à l'étranger. C'est la même chose qui risque de miner ce genre de C'est un très beau projet. Alors, Gaston Mahongou, Raphaël Elono posait le point des infrastructures nécessaires à ces échanges, à ce renforcement du commerce intra-africain qui font encore défaut sur le continent. Est-ce que finalement on ne va pas trop vite dans la mise en place de cette zone de libre-échange? Est-ce que le continent est prêt à cette zone? Oui, mais le problème le plus important, c'est celui des infrastructures routières. Parce que comment vous allez faire le libre-échange si, en réalité, vous ne vous êtes pas préparé à la base dans ce qu'il y a de plus important? L'échange, ça se fait par les moyens de transport. Et donc l'Afrique, au cas où elle s'impliquerait véritablement à attaquer ce problème de fond et à mettre tout en œuvre pour qu'il y ait les moyens de communication, alors nous avons abordé cette question. Mais si cela ne se fait pas, ça mettra du temps pour que nous puissions y arriver. Donc la chose la plus importante, c'est celle-là. Mais la seconde, en effet, vous savez que nous tous, nous avons les solutions pour solutionner les problèmes de l'Afrique. Mais on ne réussit pas à mettre en application les idéaux qui ont été élancés ou les politiques. C'est parce que c'est une question dans la tête de l'Africain. C'est une question de l'homme. Il faut que l'homme soit véritablement libéré, qu'il soit capable de se donner pour le pays afin que ça marche, que ce soit au niveau des dirigeants et au niveau des populations. Ça, c'est la chose fondamentale. Il faut qu'il y ait des gens capables à mourir pour la cause de tout ce qu'on voudrait développer en Afrique. Si on n'a pas ces gens, on dira beaucoup de choses,
par la lèvre et en activité, on ne fera absolument rien. Donc s'ils nous prouvent qu'ils peuvent mettre les routes, c'est déjà le pas pour la réintégration. Parce qu'on a une preuve, c'est matériel, les routes sont là, carrossables, ferroviaires, fluviaux. On saura que quelque chose est en train d'être fait. Sinon, on aura encore un cinquantenaire pour arriver à quelque chose. Grâce, alors oui, justement, hein, cet accord, il est beau sur le papier, mais que dire de son application quand on sait que justement ces infrastructures font encore réellement défaut? Oui, mais les infrastructures, on peut, disons, améliorer au fur et à mesure, parce qu'on se dit, si on se dit bien qu'on commence à produire, je pense que là, ça prendra quelques années, mais ça peut se faire. On voit partout, par exemple, surtout l'Afrique, de la partie de l'Est, il y a les chemins de fer qui passent de Djibouti jusqu'à dans plusieurs pays de l'Afrique, Mombasa. Donc ça dessert vraiment, toute la zone sera servie. Pour moi, la question vraiment ne se pose, bon, il y a la question des infrastructures, mais il y a la volonté, comme il a dit, la volonté politique. Mais il faut demander, il y a deux problèmes, moi, qui s'opposent pour l'Afrique. Il y a d'abord le problème de la corruption. Quand il y a la corruption, on préfère importer parce que quand on importe, on met des taxes, on met dans les poches. Mais quand on produit localement, c'est difficile disons, qu'il y ait la corruption. Je produis, je suis obligé de vendre moins cher pour que celui qui importe ne soit pas le concurrent. Je suis dans l'obligation. Deuxième point, c'est surtout la dépendance de l'extérieur. Pas la dépendance en disant je dépends de l'extérieur, mais c'est que nos dirigeants, il y a des dirigeants qui reçoivent des ordres des multinationales ou des présidents des autres pays qui disent vous ne pouvez pas produire ça parce que nous envoyons. Regardez, il y a des cas concrets, des médicaments que les Africains inventent pour soigner les Africains, mais ces médicaments, on ne les voit jamais parce que les pouvoirs essaient de les empêcher. Il y a certains même qui ont des problèmes. Des gens qui inventent des médicaments qui ont des problèmes. Parce que ce sont des Africains, les compagnies, les multinationales de la pharmacie empêchent ces gens en donnant de l'argent à certains dirigeants et aux ministres pour bloquer les dossiers. Mais ça veut dire quoi, Gratien? Que vous pensez que tous les pays ne vont pas jouer le jeu? Oui, tous les pays ne vont pas jouer le jeu parce qu'il y a des pays qui reçoivent des ordres de l'étranger, les pays les dirigeants qui ont des intérêts à l'étranger, qui ne peuvent pas accepter. Regardez par exemple, dès qu'on parle de la monnaie unique au niveau de la CEDEAO, qu'est-ce qui pose des problèmes? Il y a des présidents qui disent non, si on a la monnaie unique, il faut qu'on garde le franc CFA, que vous veniez. Pourquoi? Parce que ces présidents, je ne suis pas là pour les nommer, reçoivent des ordres de l'étranger, reçoivent des ordres de la France. Ils ne reçoivent pas les ordres de leur peuple, ce n'est pas l'intérêt des peuples, mais c'est l'intérêt des puissances colonisatrices, ex-colonisatrices encore, ou d'autres puissances qui se sont invitées pour manger le gâteau africain. Finalement, on a le gâteau africain, mais ce ne sont pas les Africains qui mangent ce gâteau, ce sont les autres, et les dirigeants reçoivent des miettes. Raphaël Elono, on aura une zone de libre-échange qui va fonctionner à moitié, qui sera à demi-mesure? Je ne dis pas qu'elle va fonctionner à moitié. J'espère que cette fois-ci, ils ont pris la mesure du problème et qu'ils vont essayer d'améliorer toutes ces infrastructures routières et fluviales et tout ce que vous voulez pour que nos produits made in Africa puissent circuler entre nous et que ce soit consommé par nous-mêmes au lieu de, comme disait Gratien, parce que c'est là la véritable peur. Il y a trop de pesanteurs. Et seul le politique détient la clé de toutes ces pesanteurs-là. Parce que si les puissances coloniales vous imposent, parce que le plus souvent, ceux qui sont élus en Afrique, ils ne sont pas le plus souvent élus, comme ils disent, par la volonté du peuple. Ils sont élus par la volonté des organismes internationaux. Donc quand ils sont là, ils appliquent la politique de ces organismes-là. Mais le discours ambiant veut qu'on dise que oui, je suis élu par le peuple. Et quand on voit le peuple souffrir, moi, le cas du Cameroun, par exemple, mon pays de naissance, nous étions à un moment, nous étions appelés le grenier de l'Afrique centrale, parce que c'est un pays éminemment qui pratique beaucoup d'agriculture. Mais il faut maintenant développer cette agriculture-là, qu'elle ne reste plus au stade de la petite consommation familiale, ce qu'elle est restée encore jusqu'ici aujourd'hui. Il faudrait développer cette agriculture-là, développer l'élevage, ça crée des emplois. Et quand les produits circulent,
c'est des emplois qui sont créés, c'est des petites PME qui sont créées aussi pour accompagner tout ça. Et on a du pain sur la planche, mais jetons-nous à l'eau, c'est tout. Merci, nous allons marquer une nouvelle pause. Un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.